bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org, et c'est la saison 2. Et ce soir, on est avec Xavier Quentin. Bonsoir Xavier. Bonsoir Topa. Donc bonsoir évidemment à tous les métanautes connectés, Michou, Fox, Palestine, Gabin, Mistagab, Demiurge, Joe Bob, La Fripouille, Fange de Brie, Sefi, Liberté, Captain Cap, Philou Tubbs, Azaz, Pierrot, Frisky Control, etc. Bonjour à vous tous. Salut à la régie, bien évidemment, et aux autres connectés de l'équipe. Ce soir, Xavier, on va parler un peu, j'ai envie de dire, théorie de l'évolution. Un sujet, sujet qui, je sais par avance, va susciter un nombre de réactions incontrôlées, parce que c'est des sujets, comme je les appelle, en pente glissante sur piste noire, parce que il y a autant de gens que d'avis en général que sur ce genre de sujet, et aussi d'avis, on va dire, divergents, passionnés. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de... Voilà. Alors on va un peu... on va un peu dépouiller tout ça, on va dire, ce soir. Alors, on va essayer. Alors, pour te présenter un peu, toi, tu es un professeur de mathématiques. Oui, alors, curieusement, je n'ai pas fait d'études de sciences naturelles, de biologie, de médecine, pas du tout. Moi, j'ai une formation de mathématiques, je suis prof de mathématiques, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser aux autres sciences, qu'il s'agisse de la physique ou de la biologie, et en particulier dans la biologie, j'ai toujours été fasciné par les animaux, les plantes et l'évolution. Je me suis toujours intéressé depuis, je dirais, depuis que j'ai eu des cours de génétique en classe de terminale. La génétique, l'évolution, ça m'a interpellé. Et ça n'a cessé de me poser des questions jusqu'à aujourd'hui, et je continue toujours à m'en poser. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul mathématicien à m'intéresser de très près à la théorie de l'évolution. J'ai un collègue dont je parlerai plutôt vers le milieu de l'émission, qui a fait des travaux tout à fait remarquables, justement concernant la génétique et la structure de l'ADN. Voilà, donc, et puis je considère que l'évolution, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc ce n'est pas l'apanage des biologistes tamponnés par l'université que de vouloir s'intéresser à l'évolution. Quiconque, parce qu'on est tous concernés, l'évolution, c'est nos origines, donc on a tous le droit de nous y intéresser et d'émettre notre opinion. Bonne ou mauvaise. Je pense qu'ils vont pas se gêner pour le faire, parce que c'est vrai que voilà, concernant ces théories de l'évolution, il y a une espèce, c'est vrai, comme tu fais bien de le rappeler, de parole autorisée, qu'on pourrait se dire dans le domaine, mais aussi il faudrait rappeler ce qu'est vraiment déjà la théorie de Darwin, parce que c'est ce qui est enseigné de façon, on va dire, systématique dans tous les établissements. Allez, j'ai envie de dire dans tout le monde occidental, quasiment. On peut dire ça, non ? Oui, avec toutefois quelques petites exceptions aux États-Unis, puisque dans certains États des États-Unis, certains parents d'élèves, je pense, enfin en tout cas, disons des petits lobbies, un peu chrétiens fondamentalistes, ont réussi à imposer dans les manuels scolaires une double version. Au choix pour les élèves entre donc la théorie de Darwin, néo-darwinienne, je vais dire exactement de quoi il s'agit, et également la théorie purement créationniste, c'est-à-dire le récit de la Bible, la Genèse. Voilà. Bon, personnellement, je ne suis pas tellement d'accord avec avec ce genre de procédé. On a un peu coupé la poire en deux, c'est ça qu'on va dire. Voilà, donc mis à part ça, c'est vrai qu'effectivement,
en tout cas en France, ce genre de choses est tout à fait inimaginable. Oui, en France, la théorie officielle de l'évolution, donc qui vient à l'origine de Darwin, est effectivement dans tous les manuels scolaires, ou également dans des beaux livres du style de celui-ci, La Terre avant les dinosaures. Bah, Je vais c'est vous lire un destiné à passage la tout à l'heure. jeunesse. Ah bah oui, Voilà, ça sent- des beaux livres, tous les documentaires sur les animaux, à un moment ou à un autre, font leur petite réflexion sur la théorie darwinienne. Alors oui, alors donc quelle est cette théorie? Alors, c'est quoi cette théorie darwinienne qu'on nous a? Alors, Elle- on va la rappeler un peu. Voilà, alors en fait, elle est fondée sur deux piliers. Euh, un premier pilier, qui est l'œuvre proprement de Darwin, c'est l'idée de sélection naturelle. C'est-à-dire que donc Darwin, qui n'avait aucune connaissance évidemment à l'époque sur les gènes, l'ADN, tout ceci était parfaitement inconnu à son époque. Bon, partant du constat que chez les individus d'une espèce, il y avait une variabilité, il y a, en particulier dans les espèces domestiques, parmi les chevaux, il s'intéressait aux pigeons et aux chevaux. Voilà, il y a des chevaux de trait, des chevaux de course, etc. Mais on pourrait donner également l'exemple des chiens, où il y a une diversité quand même stupéfiante des formes des chiens, de leur taille, etc. Ça, c'est pour les espèces domestiques, mais pour les espèces pour les espèces sauvages également. Donc, les individus sont différents. Il y a une variabilité des caractères. Et donc, il a eu l'idée de sélection naturelle, c'est-à-dire, il s'est dit, alors, premièrement, il a pris à son compte le fait qu'il y ait eu une évolution, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, qui était encore très influencé par la religion chrétienne, judéo-chrétienne, et donc par le récit de la Genèse. Dieu a créé l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Il n'y avait pas d'autre explication. Voilà, mais Darwin, dans la suite de Lamarck était un biologiste français, c'est le premier, à ma connaissance, qui a lancé cette idée d'une évolution. C'est pas Darwin, hein. Mais donc Darwin a repris à son compte l'évolution, mais surtout il a trouvé ce mécanisme de la sélection naturelle, qui consiste en quoi? Qui consiste tout simplement à dire que tout à coup un individu, pour des raisons qu'il admettait ignorer, le pauvre il ne pouvait que l'ignorer, tel individu tout à coup a un certain caractère dans sa constitution physique, interne ou externe, qui soit le favorise, lui apporte un certain avantage, par exemple, je sais pas, un animal plus rapide à la course, que ce soit un prédateur ou une proie. Dans les deux cas, c'est un avantage d'être plus rapide à la course. Bon, et on pourrait donner tout un tas d'exemples. Eh bien, cet individu-là, donc, va vivre plus longtemps, va engendrer une plus vaste progéniture que les individus un peu plus handicapés par rapport à cet individu qui a un nouveau caractère favorable. Donc ça, c'est la sélection naturelle donc, qui promeut les caractères avantageux, et puis dans l'autre sens, la sélection naturelle qui au contraire élimine les caractères désavantageux, les caractères qui apportent un certain frein, certaines difficultés. Voilà, il est évident qu'un animal qui naît avec un handicap, je ne sais pas,
qui n'est paralysé des 2 pattes arrière, ben, il ne va pas engendrer à supposer que cette paralysie soit d'origine génétique, mais là j'empiète sur le deuxième pilier. Enfin voilà, donc tout caractère, ou également les caractères qui engendrent des maladies génétiques. Hein. Donc, que ce soit cancer ou n'importe quel type de maladie. Il y a des caractères qui présentent de graves inconvénients pour la survie et pour la faculté de l'individu à engendrer une descendance. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le principe de sélection naturelle. Je dirais qu'il y a un principe de bon sens. Je veux dire, ça me paraît difficile à contester. Alors maintenant, par contre, ce qu'on peut contester, c'est qu'il soit une cause prééminente vraiment pour l'évolution. Et moi, je n'y crois pas. Bon, ça c'est le premier pilier, historiquement. Hein, et le deuxième pilier, eh bien, c'est justement l'origine de ces variations que Darwin ignorait. Et on sait, depuis les découvertes sur les chromosomes, les gènes, l'ADN, on sait que les variations de caractère, soit qui se voient, soit qui ne se voient pas à l'intérieur du corps, sont dues à des mutations génétiques. Voilà. Donc, alors on va voir tout à l'heure vraiment en détail avec des cartons ce que ça signifie. Une mutation génétique, alors selon donc les tenants de la théorie officielle, ah oui alors, point essentiel, oui, mutation génétique aléatoire, voilà. C'est-à-dire au hasard. C'est-à-dire voilà. qu'on les gènes évoluent comme ça, au hasard. Voilà. Donc, et ce n'est pas rien que de le préciser, parce que donc, à partir du moment où on a dit ça, que les mutations sont des phénomènes aléatoires, cela implique donc inévitablement que toute l'incroyable diversité des formes vivantes, que ce soit les plantes ou les animaux, jusqu'à nous-mêmes, moi je regarde, ça n'étonnera personne, je regarde beaucoup de documentaires sur les animaux, et à chaque fois je suis ébloui. Je découvre toujours des nouveautés physiologiques ou des organes étonnants chez tel ou tel animal, etc. Et à chaque fois je me dis, ça peut pas être par hasard. Ben si, la théorie officielle, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Les mutations sont aléatoires et donc tout ce qui est apparu sur la Terre, les dinosaures, plus près de nous, les oiseaux, les mammifères, l'éléphant, le chimpanzé, les lézards, enfin bon, on n'aurait pas fini. Hein, il y a des millions d'espèces vivantes sur la Terre, donc si on faisait la liste, on y serait encore. Une vie ne suffirait pas. Donc voilà, donc ce postulat qui n'a l'air de rien, voilà, les mutations aléatoires. Alors ensuite, évidemment, donc ces mutations aléatoires, donc présentant soit un avantage, soit un inconvénient, ou neutre. Il peut y avoir aussi des mutations neutres qui ne sont pas... C'est quoi des mutations? Il explique ça, des mutations négatives aussi, c'est marrant ça. C'est-à-dire que les mutations qui porteraient préjudice à l'espèce Ah ben oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de maladies sont d'origine génétique, sont dues à des mutations génétiques, oui. Okay. Mais bon, c'est pas seulement des maladies, ça peut être aussi tout simplement des gènes qui influent par exemple sur la croissance, sur l'hormone de croissance. Et moi, je suis toujours frappé quand je pense à la diversité des races de chiens, depuis le petit chihuahua jusqu'au Doberman.
Si on remettait tous ces chiens dans la nature, je suis pas sûr que les plus petits survivraient, hein. Ouais, bien sûr. Donc, ils ne sont pas porteurs de maladie, mais ils se feraient bouffer par les gros, quoi, hein, je pense, hein. Donc, oui, donc l'implication quand même fondamentale de ce deuxième pilier, les variations des caractères des animaux et des plantes sont causées par des mutations aléatoires. Et donc, par conséquent, toutes les structures vivantes qui sont des prodiges de bio-ingénierie, des machines mais extrêmement complexes, infiniment plus complexes que ce que l'homme peut créer. Hein, même les ordinateurs, c'est rien à côté d'un être vivant, sur le plan de la complexité, c'est rien du tout, hein. Donc tout ça par hasard. Alors, si vous permettez, je me désaltère un peu. Je vais vous donner un exemple. Donc ce beau livre que j'ai apporté avec moi, donc La Terre avant les dinosaures, de Sébastien Steyer, qui est un chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Bon, parole autorisée. Oui, voilà. Donc lui, il est dans la doxa dans la doxa officielle concernant l'évolution. Donc, dès le début de son livre, qui est un livre remarquable, passionnant, où on voit l'apparition progressive des poissons qui vont sortir de l'eau. Et justement, dès le début de son livre, il nous parle donc de l'apparition chez certains poissons. Je pourrais même vous donner la date. Voilà, l'apparition des premiers membres chiridiens. Alors, membres chiridiens, c'est-à-dire des pattes avec des doigts. Hein, c'est-à-dire que donc... Des pattes avec des doigts, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, voilà, je cherchais la date, il y a 370 millions d'années. Ouais. 370 millions d'années, c'est quand même assez lointain. Par exemple, si on se souvient que les dinosaures ont tous disparu vers 65 millions d'années. Donc là, on est quand même 370 millions d'années. C'est un passé relativement lointain. Donc à cette époque, des poissons, tout à coup, ont vu leur nageoire se transformer en pattes avec des doigts. Comme ça, d'accord. C'est le hasard, ça, encore. Ah ben c'est le hasard, ouais, oui. C'est le hasard. Voilà, mais justement, c'est ce que nous dit Sébastien Steyer. Dès le début de son livre, il tient à mettre les points sur les i. Voilà, alors il parle donc de ce que d'aucuns appellent la conquête de la terre ferme. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit ensuite, la notion de conquête n'a pas de sens en évolution, car elle suppose qu'un but à atteindre préexiste dans la nature, ou, formulé autrement, que l'évolution suive des tendances, des directions. Ce n'est bien sûr pas le cas. Alors déjà, ça m'amuse parce que l'affirmation... moi, je veux bien qu'il affirme ça, mais il n'y a pas de justification. C'est-à-dire, j'aurais aimé qu'il dise « Ah bon, mais il dit ce n'est bien sûr pas le cas. » Donc, il doit avoir un argument très fort pour pouvoir... Non, pas du tout, hein. Donc, ce n'est bien sûr pas le cas. C'est l'homme qui définit des tendances évolutives, le plus souvent en se regardant dans la glace. Ainsi, ce, entre guillemets, modeste primate est souvent enclin à imaginer que la soi-disant direction de l'évolution pointe vers lui. Dans ces conditions, s'adapter au milieu aérien deviendrait une sorte d'objectif évolutif, hein, c'est-à-dire donc l'adaptation au milieu aérien, c'est-à-dire le fait pour les poissons qui tout à coup ont vu leur nageoire se transformer en pattes, le fait, quelques millions d'années après quand même, hein, de sortir de l'eau. Hein, la sortie de l'eau est intervenue quand même 40 millions d'années après. Vous voyez, les premiers membres avec des doigts apparaissent il y a 370 millions d'années, mais c'est vrai que la première sortie des os de ces vertébrés,
hein, c'était des vertébrés, est de 330 millions d'années. Donc ça veut dire qu'il y a eu pendant 40 millions d'années des poissons, si on peut encore appeler ça des poissons, entre les poissons et les batraciens. Hein. Donc pendant 40 millions d'années, ils se sont promenés dans l'eau avec des pattes déjà munies de doigts. Mais ils ont trouvé des fossiles de ces espèces. Ah bah oui, alors là... Ils en sortent. Ah, ils en ont. Là, je vous prêterai le livre, mais vous verrez... ah oui, non, le livre est remarquable pour ça, oui. Il y a... vous voyez, là, on a un exemple, une vue d'artiste. C'est une espèce de quoi, triton, de salamandre, je sais pas. Ça. Oui, ben voilà, c'est ça. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils avaient bien plus que 5 doigts. Ils en avaient 7, certains, voire 9. Oui, voilà, ici, membre antérieur à 8 doigts et membre postérieur à 7 doigts. Il s'agit de l'acanthostega. Voilà. L'acanthostega. Donc, oui, alors, je termine donc sur un peu cette sorte de profession de foi du début du livre. Voilà, donc dans ces conditions, s'adapter au milieu aérien, c'est-à-dire pour celui qui pense qu'il y a des directions dans l'évolution, ce qui est mon cas, mais on en reparlera. Donc s'adapter au milieu aérien deviendrait une sorte d'objectif évolutif, et, toujours dans cette logique, les premiers tétrapodes, hein, qui a 4 pattes, on pourrait dire quadrupèdes aussi, toujours dans cette logique, les premiers tétrapodes seraient comme des pionniers doués d'une mission, coloniser la terre ferme. Mais non, l'évolution n'a aucune finalité. Le membre chiridien, hein, avec des doigts, n'a pas été inventé pour conquérir la terre ferme, et la sortie des os des vertébrés n'est ni un exploit, ni une réussite. C'est un hasard, un des multiples avatars de l'évolution de la vie. Et de fait, nous verrons que les premiers tétrapodes qui émergent dans le registre fossile vers 370 millions d'années étaient aquatiques. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ils sont restés quand même 40 millions d'années sous l'eau, bien qu'ils avaient déjà des... Ils avaient déjà voilà, donc l'auteur, il voit un argument pour montrer que il n'y avait pas d'objectif derrière tout ça. Donc voilà, donc dans cette théorie officielle, de toute façon, donc toutes les caractéristiques des êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, aussi extraordinaires du point de vue de la bio-ingénierie soit-il, sont quand même tous arrivés par hasard. Et il y a un auteur qui fait encore plus autorité. Il s'agit de Jacques Monod, qui justement a écrit un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Il est exactement dans la doxa, et puis surtout, il parle du haut de son prix Nobel, donc a priori ça impressionne. Donc dans Le hasard et la nécessité, il dit « Le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution, cette notion centrale de la biologie moderne n'est plus aujourd'hui une hypothèse parmi d'autres, possible ou au moins concevable, elle est la seule concevable. » Alors... voilà, il n'y a pas d'autre choix en fait que d'accepter cette loi du voilà, hasard. Là, vraiment, on est sommé d'y croire. Alors, moi, j'ai un souci, c'est que je n'y ai jamais cru. C'est-à-dire que, voilà, je vous dis, dès que j'ai commencé à m'intéresser aux êtres vivants, à l'évolution, etc., je n'ai jamais... et pourtant, Dieu sait si, comme je vous dis, tous les ouvrages, tous les documentaires sur les animaux, etc., ne cessent d'enfoncer toujours le même clou. Non, tout est par hasard, tout arrive par hasard, et puis la sélection naturelle fait le reste. Alors,
Au fond, quel est le premier argument qui, quelque part, donc, me fait que je n'arrive pas à croire que les mutations soient aléatoires? C'est-à-dire qu'à mon avis, les mutations, justement, suivent des directions, n'en déplaise à ces deux auteurs que je respecte par ailleurs. Euh, c'est un argument qui est connu depuis 200 ans. C'était un philosophe de la nature, un philosophe de l'histoire naturelle qui s'appelait Paley, un Anglais. Et donc c'est un argument que je trouve quasi imparable, enfin, qui pour moi a beaucoup de force. C'est que lorsqu'on découvre, lorsque des archéologues, en faisant des fouilles, découvrent des objets rudimentaires, mais à l'évidence façonnés de main d'homme, euh, ils font tout de suite la différence avec de simples cailloux. Hein. Oui. Quand on trouve un biface, hein, c'est-à-dire une pierre taillée sur les deux faces de manière régulière, eh bien l'archéologue qui découvre ça, il dit ah là il y a un être intelligent, un humain, il y a un humain qui est derrière cet objet. Hein. Euh, voilà, et donc d'une manière générale, bon bah on est entouré, enfin, partout, on est entouré d'objets qui sont faits de main d'homme, éventuellement par l'intermédiaire de machines, mais enfin en tout cas qui sont l'œuvre des hommes, euh, ne serait-ce que voilà, de simples stylos qui ne sont pas d'une très grande complexité, mais voilà, quand on voit ce stylo, on sait qu'il est l'œuvre d'un être intelligent. Ouais, c'est pas les bonobos qui nous l'ont fabriqué. Voilà. Et donc, mais en revanche, le, le zoologiste, le biologiste qui observe un animal, qui est, mais alors, 1 milliard de fois plus compliqué que ce stylo, alors là, lui, il va dire, si il adhère donc à la doxa officielle du darwinisme, du néo-darwinisme, hein, néo-darwinisme, c'est-à-dire qui intègre la notion d'ADN et de mutation génétique que Darwin ignorait. Donc le représentant de la doxa, il va dire ah non non non, ah oui oui c'est très très compliqué, je vous l'accorde, mais c'est le hasard. C'est le hasard. Pourquoi? Ah ben parce que sinon, 3 petits points. On peut commencer à se douter du problème que ça pose aux scientifiques. Évidemment, je ne vais pas me soustraire à ces 3 petits points, puisque donc j'ai écrit un livre qui s'appelle L'évolution est-elle l'œuvre de Dieu, donc où je mets les pieds dans le plat. Hein, donc je n'hésiterai pas de parler de la question de Dieu par rapport à l'évolution. Voilà. J'ai peut-être présenté un petit peu longuement donc Bah, au moins, le darwinisme, ça, ça a voilà. posé le darwinisme, qu'est-ce que c'est et à Voilà. quelle règle ça obéit pour qu'on Voilà, puisse comprendre. en tout cas, voilà. Disons que c'est vrai. Alors, il est vrai que les tenants de la théorie officielle, bon, ils voient bien que d'affirmer que tous les êtres vivants sont tous apparus par hasard, ils sentent bien que c'est pas facile à faire passer dans tous les esprits. Et, euh, et alors, ils se raccrochent à la sélection naturelle. Ils disent oui, oui, mais avec la sélection naturelle, de toute façon, elle garde tout ce qui est bien, elle écarte tout ce qui est mauvais, et au bout du compte, ça va le faire, ça le fait. Hein. Oui, oui, avec la sélection naturelle. Mais moi, j'ai envie de répondre à ça. Euh, euh, Si on ne propose, et c'est forcément le cas du hasard, que de mauvais matériaux à la sélection naturelle, on ne peut rien faire avec de mauvais matériaux. Hein. Donc, donc si le hasard
par nature, le hasard fait n'importe quoi. C'est sa nature, c'est dans sa nature. Le hasard ne fait rien d'intelligent, sinon on ne l'appellerait pas le hasard. Ça fait n'importe quoi. Donc, la sélection naturelle, aussi efficace soit-elle, si on ne lui fournit que de mauvais matériaux, elle va rien pouvoir faire d'intelligent. Donc, Ça veut dire qu'il y a une cause, qu'il faudrait que l'évolution fasse bien les choses d'abord avant que la sélection puisse agir, c'est ça là. ben, oui, il faut il faut que les mutations génétiques aient un minimum, enfin recèlent en elles-mêmes un minimum d'intelligence, de, de, que euh, mais je veux pas anticiper sur des choses que je vais dire après. Je veux pas anticiper sur des choses que je vais dire par la suite. Je pense que maintenant, j'ai apporté... Ah oui, alors justement, là, j'étais en train de parler du hasard, donc j'ai apporté quelques cartons à titre pédagogique, et donc là maintenant les auditeurs vont devoir être particulièrement attentifs. Voilà. Ils ont du mal. Les métanautes vont devoir prenez un bon café, hein, et bon, mais normalement je suis professeur, donc bon, bah, je vais essayer de faire mon mieux sur un plan pédagogique. Alors, j'ai préparé un carton sur le hasard. D'accord. Alors Voilà. attends, juste je leur précise parce qu'on me le demande. On fera une grande séance de questions-réponses en troisième partie, parce que là, il y a pas mal de questions déjà, mais attendez un peu que la démonstration, on va dire, avance un peu, et ensuite, de toute façon, en troisième partie, on ne fera que ça, que répondre aux questions, et en deuxième partie, j'observerai vos réactions par rapport à tout ce qui va être développé là maintenant. Voilà. Voilà. Bon, alors donc voici mon premier carton concernant le hasard. Donc je propose un jeu aux métanautes, un jeu qu'ils peuvent faire avec leurs enfants. Alors, donc voilà, on va tester un petit peu les capacités du hasard. Donc ce fameux hasard que Jacques Monod, prix Nobel, éminent prix Nobel de médecine français, que Sébastien Steyer, voilà, ce hasard auquel il prête tant de vertus. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'il n'en a pas tant que ça. Alors, le jeu est le suivant. Dans une urne, voilà, une belle urne en terre cuite, là, j'ai fait un joli dessin, on a des étiquettes. Alors, des étiquettes bleues avec des sujets. En l'occurrence, ce sont des prénoms. Hein, des prénoms. Donc 20 sujets. Donc ça nous fait des prénoms qui commencent par A, B, C jusqu'à T. Hein, donc à vous d'imaginer voilà, avec vos enfants tous les prénoms qui commencent par les diverses lettres de l'alphabet. Voilà, ça nous fait 20 sujets. Ensuite, donc on a donc 20 cartons bleus dans l'urne avec des sujets. 20 cartons rouges également dans l'urne avec des verbes. Avec des verbes. Ouais. Voilà. Hein. Donc, oui, alors j'ai passé pour ce qui est des sujets, donc Adeline, Bertrand, Christine, Voilà, vous choisirez qui vous voudrez, Daniel, Denis, etc. Denise. Voilà. Alors les verbes, pareil, 20 verbes. Alors ça sera des verbes transitifs, hein, mais enfin bon, on n'est pas ici pour faire des cours de grammaire. Donc j'ai pris comme exemple donne, prend, déplace, mange. Voilà. Donc vous avez aussi ces 20 étiquettes rouges à l'intérieur de l'urne. Et enfin, 20 compléments. Alors là, j'ai choisi des noms de fruits ou légumes. Un ananas, une banane. Alors pareil. En tout cas, alors pareil, par ordre alphabétique. Hein, un fruit qui commence par A, un fruit qui commence par B, par C. C'est pour ça que c'est un jeu que vous pourriez faire avec vos enfants, qui amuserait vos enfants. Voilà. Et on va jusqu'à T, comme Thomas. Là, on arrive à une tomate. Voilà. Bien. L'objectif du jeu, c'est de constituer 10 phrases, sujet, verbe, complément, les unes à la suite des autres. Voilà, 10 phrases
ayant 3 composants, un sujet, un verbe, un complément. Donc ici, vous avez la première phrase. Bon, bah là, j'ai mis des petits points, j'avais pas la place de dessiner les... C'est des sortes de portoirs que j'ai dessinés là. Euh, et, euh, et ensuite, eh bien, donc on va faire appel au hasard. On va piocher au hasard dans l'urne une première étiquette. Hein, évidemment, elles sont indiscernables les unes les autres. Donc, on sort une étiquette. Alors, j'espère que le stylo va être suffisamment Lisible, bon, lisible. sinon on leur lira. Voilà. Alors, je suppose que je tombe sur... Oula. Pas évident d'écrire dans ces conditions. Sur Luc. Ok. Voilà. Bon. Disons que... Voilà. Alors, je pioche dans une urne, je tombe sur Luc, imaginons. Voilà, alors il ne s'agit pas de... Il s'agit d'autres étiquettes, hein, parce qu'une fois qu'on a sorti Luc de l'urne, on la remet dedans, hein, ce qu'on appelle les tirages avec remise. On remet, si bien qu'il y a toujours 60 étiquettes dans l'urne. Toujours 60 étiquettes dans l'urne. Donc, mais à l'aide de d'autres étiquettes, ici, on place, disons, des écriteaux. Donc là, on commence par Luc. Alors, on est content, parce que c'est bien un sujet. C'est un prénom, c'est un sujet, tout va bien. On sort une deuxième étiquette. Nouveau coup de chance, on va tomber sur un verbe. Donne, par exemple. Donc ici, j'ai donc des écriteaux donc, qui ne sont donc, je le répète, qui ne sont pas les mêmes que les étiquettes, parce que les étiquettes, on les remet toujours dans l'urne une fois qu'on a vu de quoi il s'agissait. Alors, supposons on tombe sur Luc, donne. Ok, on a le deuxième. Donc, on peut dire qu'on a quand même assez de chance, puisque, en fait, à chaque fois, on a une chance sur 3. Oui, parce que, par exemple, pour le sujet numéro 1, vous avez 20 sujets, mais au total, vous avez 60 étiquettes. Donc 20 divisé par 60, petit calcul rapide, ça fait une chance sur 3. Hein. Et à chaque fois, vous avez une chance sur 3. Donc, ici, une chance sur 3, encore une chance sur 3. Là. Donc, déjà, de tomber sur un sujet suivi d'un verbe, déjà, c'est une chance sur 9. Ça commence à déjà être... Je tire une troisième étiquette. Aïe. Je tombe sur prend. Un deuxième verbe. Donc là, il y a échec. C'est-à-dire que j'ai Luc, donne, prend, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas une phrase, sujet, verbe, complément. Voilà, bon, enfin, il n'y a pas de quoi être surpris, vu la probabilité de 1/3 qu'on a. Bon, et ainsi de suite, hein, deuxième phrase, troisième phrase, etc. Jusqu'à la dernière. Alors, la dernière, j'avais imaginé tomber sur une noix. Donc déjà, c'est pas bon non plus. Une noix, ça fait partie des compléments, des fruits et légumes. Une noix, là c'était juste pour m'amuser ou pour amuser les enfants. Une noix mange Ève. Bon, à mon avis, ça ne doit pas être très lisible par les métanautes, mais... donc ici, pour la 10e et dernière phrase, il n'y a que le verbe qui est bien situé, mange, qui est situé au niveau du verbe, mais une noix est à la place du sujet, donc n'est pas à sa place, et Ève, qui est un sujet, est à la place du complément, donc ce n'est pas valable non plus. Eh bien, on recommence chaque jour, une fois, cette expérience. Chaque jour, voilà. Et la question qui se pose, c'est quel va être le temps moyen d'attente? C'est-à-dire, en moyenne, combien va-t-on devoir attendre pour avoir les 10 phrases correctes? Les 10 phrases avec sujet, verbe, complément. Par hasard, bien sûr.
Ah oui, Ah bah oui, c'est là, le hasard. voilà, par hasard. Si on ne compte que sur le hasard, c'est ce que j'ai mis ici. J'ai mis hasard total. Une idée, un ordre de grandeur, Ça fait beaucoup, ça fait des dizaines et des dizaines de combinaisons possibles, je sais pas. Eh bien, bon, je ne sais pas si je vais l'écrire parce que, à mon avis, les métanotes doivent vraiment pas pouvoir bien lire. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il faudra attendre 40 fois l'âge de l'univers.